savoir que vous soyez présent dans cette salle derrière votre poste pour suivre ce conseil communautaire en visio. Bonsoir aux journalistes s'ils sont présents. Je vous propose tout d'abord de faire l'appel de manière à ce que nous validions le quorum. Thierry. Présent. Présent. Bonsoir Jean-Jacques. Présent. Brusco Stéphane. Présent. Simaïli Daniel. Présent. Guillaume Marie-Rose. Présent. Lopresti Carmelo. Présent. Rémi Sébastien. Présent. Alors, d'Estremont Gilles, excusez, procuration, M. Lesser. Madame Meerchi, excusez, procuration, M. Brusco. Madame Ménichetti. Oui, présent. Monsieur Coquetario. Présent. Madame Arézi, excusez, représentée par Monsieur Spisac. Madame Bellucci Francine, excusée, représentée par Madame Fattorelli. Madame Baudet, Judicaël, excusée, représentée par Monsieur Guillotin. Madame Boumetine Sarah, excusée, représentée par Monsieur Félici. Madame Canzerini Salvador. Non, j'y suis pas encore, je pense. Voilà. Monsieur Sandeki Christian. Madame Cougouille Marie-Ange. Monsieur Falchi Antoine. Madame Fattorelli Viviane. Monsieur Félicie René. Monsieur Guillotin Bruno. Madame Justin Mérus. Monsieur Jacquin Éric absent. Monsieur Matucci Gérald. Madame Narcisi Myriam, excusée, représentée par Madame Cougouille. Monsieur Petroskas Daniel, excusé, représenté par Monsieur Petitclerc. Monsieur Pocran. Madame Spagnol, excusée, représentée par Monsieur Bourson. Monsieur Spisac, pardon, Pierrick. Et Madame Strache, Johanna, excusée, représentée par Monsieur Falchi. Et le secrétaire de séance, Monsieur Pocran. Bien, je constate donc que nous avons le quorum et que nous pouvons valablement délibérer ce soir. Président, avant de début de séance, si on pouvait, à l'ordre du jour, en fin de séance, parler ou donner une explication sur l'augmentation de la taxe foncière, parce que ça vient de tous les côtés, un peu chez tous les maires, et comme la décision a été prise ici, ce serait bien qu'elle se justifie d'ici. Oui, mais vous me prenez ça au débeauté sans m'avoir prévenu, monsieur Falchi, nous sommes d'accord. Exact. Bien, donc, plutôt que de raconter n'importe quoi ou mal, et que je sois bien compris, j'entends la préoccupation. Alors, nous avons eu combien de coups de fil cette semaine? Un certain nombre, hein. Bien. Plus que peut-être que nous n'en aurions souhaité, auxquels nous avons répondu. Nous sommes en train de préparer une communication à l'adresse de l'ensemble des citoyens du territoire pour leur donner les explications à cette augmentation de la taxe foncière. Je ne suis pas certain que notre argumentaire sera retenu, mais en tout cas il sera donné. Je rappelle aussi, quand même, que nous avons fait une réunion d'information publique l'année dernière avec toute la publicité nécessaire pour dire aux gens, nous allons établir un budget, nous allons vous expliquer comment nous l'avons construit, et nous avons annoncé à ce moment-là, officiellement, cette augmentation telle qu'elle était prévue dans le budget. Alors évidemment, entre le moment où on l'annonce et le moment où la taxe sort, il se passe un certain temps. Mais je dirais que pour ce qui est de... Il n'y a rien qui a été caché. Sont venus à cette réunion d'information les gens qui le souhaitaient. On avait avec 50, 60 personnes. 60 personnes. On avait fait à l'arche pour pouvoir accueillir un maximum de personnes. Nous avons donné des explications. Donc nous sommes en train de préparer d'une part une première communication écrite qui paraîtra sur la page de la communauté de communes. Nous réfléchissons, mais avec prudence, à refaire une réunion publique. J'y ai mis un certain nombre de réserves, mais bon, on verra. En tout cas, les informations seront données tout à fait prochainement. On a déjà un début de maquette. On a commencé à en discuter avec Claude et avec Sébastien. Je ne suis pas certain que ça suffira. C'est aussi jamais agréable. Je rappelle aussi aux citoyens qui peuvent nous écouter que, en général, nous habitons sur le territoire.
Je suis propriétaire foncier et je paierai mon augmentation d'impôt comme tout le monde. Hein. Voilà. Parfois, on a l'impression que les élus ne payent pas d'impôts. Non, non, les élus habitent sur le territoire, ils seront soumis aux décisions qu'ils prennent sur les taxes. C'est bon de le rappeler parfois. Voilà. Donc, j'entends bien que je ne réponds pas entièrement à votre question, mais en tout cas, vous voyez qu'on avait déjà préparé une forme de réponse. Avant que nous ne passions à l'approbation du Conseil, je vous propose de modifier très légèrement l'ordre du jour et de rajouter un point 16, cession de véhicules, et vous avez la délibération sur table. Ça ne devrait pas poser de problème particulier. Et d'autre part, vous êtes tous destinataires du rapport d'activité de l'EPA 2022, avec un bel éditorial du directeur de l'EPA, mais de notre président de région, qui, je le rappelle pour ceux à qui ça aurait pu échapper, que Franck Leroy est aussi président du conseil d'administration de l'EPA Z Delma, hein, puisque la présidence est tournante. Voilà, nous pouvons donc passer au point 1 du conseil du 28, approbation du conseil du 28 juin. Y a-t-il remarques ou questions à ce propos? Je peux donc passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Adhésion à Moselle Agence Technique, dont l'acronyme est MATEC. Un certain nombre de communes mosellanes, peut-être même toutes, sont adhérentes à la MATEC. L'EPCI lui-même n'y est pas. J'en avais déjà évoqué la possibilité à plusieurs reprises. Là, nous vous proposons d'adhérer à la MATEC au titre de l'EPCI pour les compétences de l'EPCI. D'accord? C'est-à-dire que la MATEC peut nous donner un certain nombre de coups de main. Vous avez la délibération, je peux vous en donner la liste, qui est donc la construction et la réhabilitation de bâtiments publics, la voirie et les réseaux, les aménagements qualitatifs et sécuritaires des espaces publics, les petits aménagements et équipements publics, les ouvrages d'art, la mobilité douce, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, l'assainissement, l'eau potable, les services d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration, la GEMAPI, l'éclairage public et l'énergie, les marchés publics, les recherches de subventions et de conseils juridiques. Cette liste s'adresse aux communes, d'accord? Elle peut s'adresser aux EPCI dans le cadre de leurs compétences. C'est par exemple pour nous, mobilité douce, assainissement, eau potable, c'est une compétence que nous allons normalement exercer à partir du 1er janvier 2026. Semblerait qu'il y ait quelques discussions encore au niveau au-dessus de chez nous à Paris, et qu'on attendait les résultats des sénatoriales pour savoir si éventuellement ce ne serait pas un peu plus tard. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la date du 1er janvier 2026 n'est pas définitivement fixée. Enfin bon, ça fera partie de l'arbitrage qui ne sont pas de notre niveau. Dès lors que nous adhérons à la MATEC, et dans le cadre de nos compétences, par exemple l'eau et l'assainissement, et que nous leur demandons un certain nombre de services, ces services s'exerceront sur l'ensemble du territoire. Donc dès qu'on parlera d'eau et d'assainissement, par exemple, de prise de compétences et d'aide en maîtrise d'œuvre, enfin peu importe, les territoires du Sud et du Virus seront couverts. Pour ce faire, lorsqu'on paye une adhésion, on paye tant pour les Mosellans et un peu plus pour les Meurthe-et-Moselle. Voilà. Les communes qui sont membres en Moselle bénéficieront d'une remise sur leur abonnement à la MATEC. Elles paieront un peu moins cher du fait que l'EPCI est résident. Pour les communes de Villerupt-et-Tille, ça ne leur coûtera rien. S'il vous plaît. Excuse-moi, hein. Je n'entends que ça. Pour les communes de Villerupt-et-Tille, il n'y aura rien qui sera demandé aux communes, c'est la communauté qui prendra en charge dans le cadre de l'adhésion pour les habitants du territoire. Voilà, coût aux environs 14 000 €, Sébastien. Voilà, et puis pour une commune comme Moselle-Altiche, ça leur fait une remise de combien? 1000 €.
Milléquel. Voilà. Les communes mosellanes qui ont recours à la MATEC en sont en général particulièrement satisfaites. La dernière réalisation, c'est peut-être de ça dont tu parlais, Jean-Jacques, c'est l'école à Roussange, pour ceux qui sont allés voir. Moi, je travaille avec la MATEC dans le cadre de report. On a eu affaire à la MATEC pour l'Arche. Voilà, je veux dire, on a une équipe assez large de gens très compétents dans un tas de domaines. Voilà pourquoi je vous propose l'adhésion de l'EPCI à la MATEC. On espère juste que ce soit rajouté en tout cas dans la délibération, le fait qu'ils interviendront même si on paye sur les communes meurthe-et-mosellanes, parce que je le rappelle sur Moselle Attractivité, c'est pour l'ensemble du territoire en tout cas, mais notamment sur la partie tourisme, mais il n'y a aucune intervention sur le 54 et sur aussi les subventions qu'on donne, alors ce qui est très bien, je ne remets pas en cause, mais sur les aides aux victimes, où normalement on devait avoir une permanence sur Villerue ou sur Tille, peu importe. Ça avait été dit oui qu'on aurait la permanence, et au final non, parce qu'il n'y a pas d'intervention sur le 54. Donc on espère juste qu'en tout cas cette fois-ci, même si vous l'avez dit, vous l'avez confirmé, mais en tout cas on nous l'a confirmé plusieurs fois, mais en tout cas on espère que l'intervention sera effective, notamment quand l'Intercour prendra des prises de compétences, en tout cas sur notamment sur l'eau, l'assainissement, mais en tout cas si vous prenez l'engagement, ce sera votre engagement, et vu que l'Interco paye, mais qu'on n'aura pas de mauvaise surprise au moment où l'intervention devra se faire. Le territoire adhère. Moselle Attractivité, le territoire adhéré. Moselle Attractivité est une autre problématique. On pourra en discuter le jour où on décide de reprendre l'orgue avec Moselle Attractivité. Donc là, on est bien dans l'exercice de notre compétence avec une assistance à maîtrise d'œuvre, que ce soit juridique, technique et autres, d'accord, pour l'ensemble du territoire. Et je répète, dans le cadre des compétences de la Comcom. C'est-à-dire que les communes mosellanes qui sont adhérentes peuvent demander un certain nombre de services à la MATEC au titre de communes, elles sont adhérentes, d'accord. Villerue et Tille ne sont pas adhérentes de la MATEC en tant que commune, mais toute problématique de territoire, mobilité douce, eau, assainissement, GMAPI, c'est le territoire. Donc Villerue et Tille est par définition. Je peux pas être... Après, une Moselle Attractivité, je te rassure. Non, mais je dis, non, mais c'est après peu importe, enfin je dis juste simplement. Non, mais je répète officiellement dans la dépenses, voilà, que les choses elles soient posées clairement et pas qu'on ait des mauvaises surprises, notamment quand on va parler de la mobilité douce, si on parle du budget de l'année prochaine et de l'intervention notamment sur la partie TIL au Tige qui sera sans doute proposée. Ah oui, mais là on est dans le cadre de la compétence elle-même et du budget de la compétence. C'est autre chose que l'aide à des études de mobilité douce effectuées par la MATEC pour le territoire. C'est pour le territoire. Je pense que la mobilité douce sur Tille, en tout cas sur la partie Tille jusqu'au Tige, c'est le territoire, hein. C'est pas seulement. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la MATEC. Mais les études techniques, s'il faut. Sauf s'il fallait des études techniques et qu'on les leur confie. Voilà. Monsieur le Président, chers collègues, juste une petite question par rapport à l'AGAP. Est-ce que vous pourriez éclairer un petit peu mon long terme? Est-ce que c'est complémentaire à ce que propose le GAP ou comment ça fonctionne? La GAP est une agence d'urbanisme. Oui. Bien. Donc elle a quelques compétences en matière d'urbanisme. D'accord? Oui. Et seulement. D'accord. La MATEC, Donc, par exemple, on a conventionné avec la GAP pour faire une étude sur le foncier sur le territoire de la communauté de communes. Voilà. La MATEC, c'est de l'opérationnel. D'accord? Et quand je dis que c'est, par exemple, la construction d'une école, voilà, quand je rencontre la MATEC à l'aéroport, c'est eux qui font l'ensemble du suivi de tous les chantiers juridiques, etc., des aménagements du port à Illange. D'accord? Donc là, actuellement, nous n'avons encore pas recruté, ou pas pu recruter, le spécialiste eau et assainissement dont nous avons besoin dans le cadre de la petite compétence. Bien. Lorsqu'on se tourne vers des bureaux d'études et qu'on a quelques devis, ça peut coûter un peu cher. L'adhésion à la MATEC risque de nous faire faire un certain nombre d'économies à ce niveau-là. Voilà. Mais ce sont des domaines, je veux dire, la GAP a ses propres compétences. Par exemple, on est en train de voir les applications de la tombée du SCOT sur notre PNUIH, etc. Les domaines de compétences ne sont pas du tout les mêmes. D'accord. C'est un bureau d'études, la MATEC, c'est une filiale du département, c'est un bureau d'études qui accompagne les projets. Nous, par exemple, sur Audin, on refait les deux écoles, hein, et donc c'est technique, hein, c'est l'accompagnement. Mais on pourrait être accompagné, par exemple, par la MATEC dans une commune. Je prends des exemples parce que ce sont les plus évidents, sur des aménagements de voirie, et par exemple sur l'axe principal domestique. D'accord. Ça doit faire référence, alors je
Je ne pense pas qu'ils y soient intervenus, mais c'est de également leur un échange sur la rue Jean Moulin, la sécurisation de la rue Jean Moulin avec installation de feu et compagnie. Et là, vous comprendrez bien, M. Guillotin, que ça, la GAP, ce n'est pas son problème. Oui, oui, oui. C'est plus clair, merci. Bien, d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Je laisse la parole bien volontiers à Claude qui va rentrer dans le domaine finance avec alors une première décision qui ne devrait pas poser de problème, d'autres qui ont déjà été largement débattues en bureau. Donc, Claude, à vous. Merci Président, chers collègues. Alors, trois points que je vais commencer à donner. La première décision modificative du budget principal de la CCPHVA. Monsieur le rapporteur rappelle que la décision modificative est un acte budgétaire qui permet d'utiliser des crédits en cours d'exercice selon le niveau d'exécution du budget. Le lancement de projets nouveaux, le report ou encore leur suppression. Il informe que dans le cadre de la récupération de la TVA liée à la construction de l'Arche, il convient d'annuler et de repasser certaines écritures qui permettront une récupération plus importante de la TVA. Vous avez pu voir les articles et les chapitres qui sont concernés et forcément derrière on récupérera 138 572 sur l'emprunt d'équilibre budgétaire. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et est-ce qu'il y a des questions? Une décision modificative qui rapporte de l'argent. Ça mérite d'être souligné, non? Mais- Sébastien, un complément d'information technique? Non, c'est très Des bien. questions? Moi j'ai une question. Les 138 572, c'est ce qu'on va récupérer de TVA? Oui. Mais moi j'ai pas compris parce que moi j'adresse dans le budget et tout ça. Et normalement c'est pas dans le compte 10 000, dans le compte 10 222 où il y a le FCTVA pour récupérer. Sébastien, pour les gens qui nous écoutent, peut-être reprenez la question, parce que je ne pense pas qu'elle ait été bien entendue. Je voulais demander à Fabienne de parler plus fort, mais resituer le contexte. Sur quelle imputation on mettait la récupération de TVA. Dans le cadre du fonds de compensation de la TVA, vous avez raison, c'est le 10-222. Là, on est dans la récupération directe de TVA, parce que l'Arche est soumis à TVA. D'accord ? C'est une gestion hors taxe du budget. Et on repasse des écritures. Alors, les dépenses sont déjà payées, mais on les annule, on les repasse pour récupérer 138 000 euros. Oui, parce que je ne comprenais pas que c'était dans emprunt et dette. D'accord, Et qu'on parlait tu de l'as pas vu, TVA. tu l'as pas vu fléché sur le budget. Non, donc c'est pour ça que je me disais, c'est bizarre. Bien, D'autres d'autres questions? questions? Claude, si vous voulez passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Monsieur Guillotin, Madame Baudet. Merci. On passe au deuxième point. Monsieur le rapporteur informe le Conseil communautaire que, conformément à l'article 1530 du Code général des impôts, les établissements publics de coopération de l'intercommunalité dotés de la compétence d'aménagement des zones d'activité commerciale peuvent instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales. La taxe est due pour les locaux professionnels soumis à la TFPB, taxe foncière propriété bâtie. Cette dernière ne doit pas être soumise à la CFE, cotisation foncière des entreprises, depuis au moins 2 ans et au 1er janvier de l'année de taxation et sont restés inoccupés sur la même période. La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. Pour l'établissement des impositions, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe. La taxe est acquittée par redevable de la taxe foncière. L'assiette de la taxe est constituée par des revenus nets servant de base à la taxe foncière sur le propriété bâtie, valeur locative. Le taux de la taxe est fixé à 10%. La première année d'imposition, 15% la deuxième année, 20% à compter de la troisième année.
Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le Conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Les dégrèvements. Le problème, c'est le changement de. Pardon, excuse-moi. Alors que le contrôle, le recouvrement des contentieux, les garanties et sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxes frontières sur les propriétés bâties. Les dégrèvements accordés en application du Code général des impôts, article 1536 de la taxe, n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation est bien et indépendante de la volonté du contribuable, ou par suite d'une imposition établie à tort en application de l'article 1530-2. La taxe est due par les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés et avec une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises définie à l'article 1447. Depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, qui sont restés inoccupés au cours de la même période, sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur l'attribution mensuelle de taxes et d'impositions perçues par la voie de rôle. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Oui, monsieur Isaac. La liste qui est annexée sur les, enfin en tout cas qui seront soumis à cette taxe, vous l'avez établi comment? Parce que je prends quelques exemples, hein, rue Ernest Renan, je pense que ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on n'a plus de laiterie, en tout cas à Villerue, c'est l'adresse d'un laiterie-cahier. On va parler du 52 rue Carnot à Villerue, ben, je pense pas que le Parti communiste, c'est encore, c'est le siège du Parti communiste à Villerue, je pense pas qu'on ait un commerce. Donc du coup, c'est plutôt voir comment est établie la liste, alors peut-être avec les impôts, mais en tout cas, si on pourrait revoir tout ça pour éviter d'être taxé sur notamment, je prends l'exemple des propriétaires de la rue Ernest Renan qui ont déjà subi la peine d'une insalubrité irrémédiable sur la laiterie cahier, donc si en plus on leur rajoute une taxe supplémentaire qu'ils ont à payer, Alors, j'ai une autre question dans le même sens. oui. Hein. À Audin, on a une friche commerciale, c'est l'Élysée d'Orléans. Actuellement, il y a des gens du voyage qui sont installés là. Et ce monsieur propriétaire là, il est venu voir Madame la maire et puis les élus d'urbanisme là, en ayant un projet d'urbanisation autre que du commercial. De destination des Donc, il y a un changement de destination qui est en cours. Oui. Mais s'il n'est pas acté, parce que je vois que ça traîne, ça traîne un peu au niveau de la révision du plan d'occupation du PLUIH, donc est-ce qu'il sera taxé? Voilà. Le PLUIH ne décidera pas de la destination d'un local. Non. Les seuls, que quelqu'un me dise si j'ai tort, mais le seul qui puisse définir le changement d'attribution d'un local, c'est le maire. C'est le maire. Il y a pas de, c'est pas Je peux me tromper, mais pour moi, et en première réponse, je dirais que le changement de destination d'un local commercial pour en faire un local à usage d'habitation, Non, mais on parle de friche, décision oui. du maire. Oui, d'accord. Bien. Alors, La définition des friches commerciales. Alors il y a une liste, effectivement, Sébastien, qui est-ce qui a dressé cette liste? Donc la liste est dressée par les services effectivement. Pour reprendre le fil de cette taxe, en fait, il y a une liste qui est établie chaque année par les services fiscaux, transmise à l'EPCI, et ensuite, il faut délibérer sur cette liste, la transmettre aux impôts, qui fait une enquête. Voilà, c'est pas parce que vous transmettez la liste que tout de suite, il y aura une taxe, d'accord? Donc, il y a une enquête, des courriers sont envoyés aux propriétaires qui vont répondre oui, non, depuis quand c'est vacant, etc., etc. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain comme ça. Ça rapporte très peu d'argent. Ce n'est pas une taxe. Voilà, il y a toujours une bonne raison pour que les locaux ne soient pas occupés. Et donc, voilà comment ça va se passer, quoi. Il faut que ça soit volontaire, le propriétaire de ne pas relouer.
aussi des commerces qui sont sur la liste. Voilà, qui sont et pas disons ouverts. que dès lors qu'il y a cette liste qui est établie et sans erreur manifeste, etc., ça oblige quand même les propriétaires à se poser la question du devenir de leur bien. Et on a des situations où ça traîne et où on ne sait pas si on doit agir, si on peut agir, si on ne peut pas agir. Sébastien, vous me direz si j'ai tort, parce que il y a eu une longue discussion sur les bas d'immeubles, etc., qui pourraient changer de destination. D'accord? Moi, entre-temps, je me suis dit, mais bon, les friches commerciales sont des bâtiments, des locaux ou des bureaux situés en milieu urbain dans une commune de plus de 5000 habitants, d'une surface minimum de 300 mètres carrés, d'emprise, vide depuis au moins 2 ans et dont l'état n'importe pas, c'est-à-dire que ce soit en bon état ou complètement dégradé, ça n'a strictement rien à voir, et ça c'est la définition de la friche commerciale. Donc, qui doit donc correspondre. Non, mais parce qu'il y a eu des questions sur, ah oui, mais moi j'ai un local commercial en bas d'un immeuble, d'accord? Est-ce qu'il va être taxé? Pour moi, c'est pas une friche commerciale, au sens premier, d'accord? Ce qui ne veut pas dire, et il y a des règlements là qui disent que dans certaines zones, lorsque le rez-de-chaussée est un commerce, le changement de destination n'est pas aussi facile que ça, d'accord? Et il me semble qu'on a des articles de ce type dans le PLUIH. On est bien là dans un commerce, dans un immeuble et au rez-de-chaussée d'un immeuble. Là. Mais moi, il y a quelque chose qui m'échappe quand même, parce que si vous dites que c'est le qui peut changer la destination, on est quand même obligé de tenir compte du règlement du PLUIH. Ah oui. Alors, si vous êtes, mais tout dépend dans quelle zone vous êtes. Si vous êtes dans une zone de AU, non, on est ou à AU, UY là, c'est UY. du commercial pur et simple. Et le changement, il doit être. Oui, alors ça peut être aussi soumis dans ce cas-là au règlement de la zone. Bah, oui, ça. parce que pas que le, et dans ce pas cas, que le propriétaire qui nous a sollicité, il vient nous voir, il dit moi je voudrais faire cas, ça, je suis empêché de faire ça, et vous me taxez en plus. Mais non, de toute façon, vous voyez bien que le temps qu'on ait fait la liste. Oui. Si effectivement c'est une opération dans une zone qui est déclarée sans construction d'habitat, c'est sûr que là, par définition, il faut faire une demande et rentrer dans une révision du PLUI. En général, quand on a défini les zones UY, c'était bien pour qu'elles le restent. Bon, maintenant. Bien, Claude, on peut peut-être passer au vote. Il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Dernier point en ce qui me concerne, institution de la taxe annuelle sur les... Non, pardon. Taxe foncière sur les propriétés bâties. Suppression d'exonération des 2 ans en valeur de reconstruction nouvelle à l'usage d'habitation. Monsieur le rapporteur rappelle que conformément à l'article 1383 du Code général des impôts, les constructions nouvelles, reconstruction et addition de constructions à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur la propriété bâtie durant 2 années qui suivent celle de leur achèvement. L'établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération prise avant le 1er octobre de l'année N-1 et pour part qui lui revient, supprimer cette exonération. La délibération peut limiter cette suppression aux seuls locaux d'habitation non financiers au moyen de prêts aidés par l'État prévus aux articles L301-1 à l'L301-6 du Code de construction de l'habitation ou des prêts conventionnés. Est-ce qu'il y a des questions sur ce 5e point? Des remarques? Oui. Vas-y. Sébastien, si j'ai bien compris, on ne fixe pas de limite de pourcentage là-dessus. Non, parce que tu te souviens de la longue discussion qu'il y a eu au bureau. Donc le soir, Sébastien vous a répondu le lendemain, les interventions que tu avais pu avoir sur des délais ou des taux maximum, minimum ou de fourchette ne concernaient que les communes. Voilà. Et donc la délite telle qu'elle est écrite est bien écrite pour un EPCI qui lui n'est pas soumis au même régime. Sauf que le terme suppression, je crois qu'il faudrait le remplacer par le terme limitation de l'exonération. Du fait que c'est limité cette suppression aux seuls locaux d'habitation non financés. Si tu mets suppression, on va croire que tout le monde est dedans. Non, puisqu'il te dit si.
ne peut limiter cette suppression aux seuls locaux d'habitation non financés au moyen des prêts de l'État. Non financé, donc on fait bien la particularité du non financé. Oui, On supprime par tout la reste. suppression, limitation. Moi, vous faites ce que vous voulez. Mais si c'est retoqué aux Sébastien, à vérifier. par rapport à ce que dit Antoine. C'est de la sémantique. Hein. Oui, oui, non, mais la sémantique légale, parfois, elle peut faire mal. Donc. Sur le pourcentage, oui, il y a une différence entre les communes et l'inter. Non, mais j'enchaîne. Par contre, pour le reste, c'est exactement pareil. Donc, les communes peuvent supprimer la totalité de l'exonération, ce qui a été fait dans certaines communes, et le PCI, pareil. Donc, on peut supprimer la totalité des locaux l'exonération on peut supprimer l'exonération pour la totalité des locaux commerciaux, même les prêts financés par des prêts aidés par l'État. On peut le faire. Et c'est la proposition qu'il y a sur la délibération. La différence, c'est que pendant 2 ans, le contribuable sera quand même exonéré. D'accord ? Mais c'est à partir de la 3e année où c'est l'État qui prend le relais avec cette suppression. Et il y aura une compensation de l'État qui est minime, vraiment infime, pour l'intercommunalité. Okay ? Mais ça ne représente rien du tout en euros, quoi. C'est rien du tout. D'accord ? Dans les 2 premières années, donc c'est notre mois, il y a une compensation de l'État sur la perte. Non, on n'aura pas de compensation de l'État. Les gens, enfin les propriétaires de ces immeubles seront exonérés quand même pendant 2 ans, mais au bout de la 3e année, ils n'auront plus d'exonération. Alors que pour les autres, c'est dès la première année. Simplement pour donner un ordre de grandeur, tout le monde comprenne de quoi il s'agit. En 2022, c'est 23 000 €. Ce qui n'est pas neutre. Alors c'est que la taxe foncière concernant la communauté de communes. Oui, Oui. La part de la communauté de communes. Oui. Pas sur les... Non, c'est celle de l'EPCI. Le Pourquoi ? C'est ce qu'on disait, le débat qu'il y avait eu au bureau, c'était pas là. les communes qui étaient soumises à certains règlements avec des Qui n'est pas le même fourchettes pour nous. et des délais. Donc Antoine avait dit, mais est-ce que l'EPCI, pour l'EPCI c'est simple, il fait ce qu'il veut. Allez, D'accord. voilà. Et donc ça, on a bien vérifié de manière à ce que cette délibération soit valable. Et donc là, tu viens d'avoir l'explication sur suppression. Oui. Si je peux intervenir, donc comme j'avais dit en bureau, soyez pas surpris que moi je serai contre cette exonération de la taxe foncière. Pourquoi ? Parce que Suppression de l'exonération. Suppression, oui. La suppression de l'exonération. Parce qu'en fait, au niveau du timing, on voit que le pouvoir d'achat diminue tout le temps. Nous sommes dans une région où l'immobilier est toujours en hausse, en tout cas. Donc, ce n'est pas un cadeau pour les nouveaux arrivants. On peut dire ça, on peut appeler un peu cette taxe welcome, quoi. Donc, même pour les familles qui habitent ici, qui travaillent en France et qui travaillent aussi au Luxembourg, c'est de plus en plus compliqué pour avoir un projet de vie, pour construire une habitation. Moi, j'aurais préféré que toujours faire des taxes sur la population par les manquements, à cause des manquements de l'État, que déjà nous on envoie un signal, je vais remettre sur la table en fait le pourcentage lié aux indemnités des élus, parce que c'est toujours, nous aussi on paye les impôts, nous aussi on paye les taxes, mais les indemnités on peut aussi faire des efforts pour envoyer un signal au niveau de la population. Donc ça c'est mon avis, je serai contre cette suppression de l'exonération de cette taxe foncière. Par contre, moi si je peux répondre, Sébastien, je suis un peu pas trop d'accord avec ce que tu viens de dire, pour la bonne et simple raison que déjà l'accès aujourd'hui à la construction ou à l'achat est tellement important que ça exclut finalement tous nos gens. Il faudrait peut-être revoir l'attribution, je ne sais pas si on a le droit, est-ce qu'on a des outils pour pouvoir empêcher et de laisser peut-être notre population, les enfants de notre population pouvoir acheter. Je sais qu'il y a du foncier des fois qui reste, et on peut dire que c'est simplement des gens qui sont du territoire qui peuvent répondre. Ça me semble beaucoup plus intéressant demain, parce que, encore une fois, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, avec des coûts importants. Bien souvent, ce sont des luxembourgeois, je suis désolé, mais c'est bien souvent le cas, et il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat, et on vient coloniser finalement quelque part notre bien, alors le terme est peut-être mal choisi. Oui, attention, il y a la télévision. En tout cas, je le dis, je l'assume, mais derrière, forcément, le foncier de l'autre côté est tellement cher
qu'on vient ici. Et donc forcément, quand on voit la disproportion des prix de foncier du Luxembourg par rapport à ici, quand ils viennent, ils sont plutôt... Je peux pas non plus entendre cette réponse parce que cette taxe elle est destinée à tout le monde. Donc même les sauf aux gens qui soient exonérés déjà de taxes. Ah, mais je suis désolé, mais dans l'argumentaire sur la taxe foncière, déjà l'argument qui avait été donné à un moment, c'est que les propriétaires ils ont les moyens parce qu'ils ont déjà une maison, enfin ils sont propriétaires, ils ont les moyens. Après au bout d'un moment c'est un peu simpliste, donc après encore une fois peut-être que le timing il est peut-être mauvais, alors est-ce qu'on peut le repousser d'1 an puis on a le débat l'année prochaine, mais quoi qu'il en soit, en tout cas nous, je sais que sur la procuration qui est moi-même, moi je voterai contre aussi, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'après au bout d'un moment on augmente déjà la taxe foncière. Là maintenant on supprime l'exonération et encore une fois parce que n'oubliez pas que quand une personne en tout cas construit, il y a aussi la taxe d'aménagement, il y a tout ça qui s'additionne. C'est un débat que nous avons eu. Ouais, c'est un débat. Peut-être après que... mais ça n'empêche pas. Après, encore une fois, je pense que ici, pas tout le monde est au bureau. Il y en a certains qui le sont comme moi. Alors bien sûr, j'y participe pas pour mes raisons, mais quoi qu'il en soit, il y en a ici autour de la table et ceux qui nous regardent, ils participent pas au bureau. Donc que vous ayez eu le débat, c'est autre chose, mais on peut en discuter. Non, mais je vous rappelle néanmoins qu'il y a eu un débat au mais encore une fois, et ceux qui construisent, ils travaillent pas tout seuls au Luxembourg et c'est pas que des Luxembourgeois. Et exprimez votre vote comme vous le souhaitez. Madame Fatorelli. Moi j'ai une question, quand on voit tout ce qui sort de terre, là, les promoteurs et tout ça, qui paye? Qui paye quoi? La taxe d'aménagement, elle est versée pas aux communes, c'est l'EPA qui s'arrange sur les taxes d'aménagement. Mais sur la taxe, après c'est les propriétaires, ceux qui vont acheter les appartements chez les qui paieront une taxe foncière. C'est la taxe foncière, donc c'est les propriétaires. Après oui, moi juste pour nuancer un peu, sur la taxe d'aménagement, je le rejoins, sauf que sur tout ce qui est projet EPA, on ne touche pas de taxe d'aménagement. Donc, déjà, aucune taxe d'aménagement sur l'ensemble des pas lots opérés par le percevant quelque chose. Ensuite, les gens qui construisent, qui viennent habiter sur un lieu, ils n'attendent pas 2 ans pour profiter des services. Je veux dire, si demain tu as un arrivage d'un lotissement et que tu es obligé de créer une école, tu vas la créer tout de suite. Tu vas créer une classe tout de suite. Tu ne vas pas attendre 2 ans. Et si je prends l'exemple de la ville, votre nouvelle construction sera... Parce que vous êtes exonéré. Donc, il y a du pour dans ce que tu dis, je l'entends, mais c'est pas si simple. C'est un peu la double peine pour les gens qui travaillent en France et qui veulent construire en France. Et si je prends une des compétences de l'Interco, tout nouvel arrivant qui arrive, il a la fibre. Et nous avons payé mort. Je donne un exemple. Bien que on peut passer au vote. S'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Mais non, c'est des gens quand même du territoire qui construisent. Bah oui. C'est bon les comptes, Thierry? Bah, on le laisse parce que c'est pour des victoires, là, surtout que... Avec les millions, il y a des fois qu'on reçoit à chacun d'un peu de pouvoir, par exemple. S'il vous plaît, résultat officiellement annoncé par Thierry. 11 contre, 3 abstentions, 17 pour. Adopté. Merci. Donc, Monsieur Bourson, je pense que vous avez l'une des interventions les plus courtes de la soirée, néanmoins je vous la confie. Excusez-moi parce que déjà quand vous parlez des abstentions, il y en a déjà 4. Il y en a 2 en face. Il y en a 2 là, Stéphane il en a 2, il y a Carmelo qui est une abstention, donc ça fait déjà, on n'est plus à 3, on est déjà... Après ça ne changerait pas le résultat, mais en tout cas c'est juste pour dire qu'on...
ça fait 15. Enfin, même le temps du bien, c'est absolu. C'est pas ça. Ça fait 6 et 11, 17. Ça fait 6 heures. Thierry, on reprend. Pardon, Thierry, faites part de votre mécontentement. Levez les bras, regardez les bras en haut, que je puisse voir. Qui quoi? Qui Reprenons les abstentions. Abstention, s'il vous plaît. Je pense que les contre, c'est bon. Il y en a 1, 2, 3, 5. 6, il y en a 6. Il y a une procuration. Laissez-le compter, s'il vous plaît, merci. On est bien d'accord, monsieur Comprend en abstention, madame Justin Deolus, monsieur Lopresti, monsieur Bosco, madame Mikeki. Et la procuration, monsieur Bosco. Ça fait 6 abstentions. On est sur 11 contre. Donc ça fait 11 contre, 6 abstentions et 14 pour. Avec la correction adoptée. Donc Jean-Jacques, tu es prêt pour ta courte intervention. Une courte intervention, puisqu'il est demandé bien sûr au Conseil communautaire de prendre acte simplement du rapport d'activité du syndicat mixte en charge du SCOTA. Voilà, alors c'est le document, c'est le document-là, voilà. Vous avez c'est 2022, il n'y a pas eu de problème particulier. Je dirais que ça a été principalement à travailler sur le suivi, le décryptage de la loi climat et résilience sur tous ces domaines-là. Voilà, parce que de toute façon, on soit obligé de tout recommencer. Oui, ben, sachant que de toute façon, on sera obligé de tout recommencer par rapport à ce qui s'est passé en 2023. Voilà. Tout le monde a eu ce rapport. C'est juste pour prendre acte, hein. Voilà, je ne dis rien d'autre. Merci Jean-Jacques. Qui prend acte? Non, c'est bon. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Qu'est-ce que je raconte? La plus courte, oui, tout à fait. Et la moins difficile. Voilà. Mon voisin Stéphane Brusco, mobilité. Donc, je vais lire la motion pour les gens qui regardent le conseil communautaire. Motion sur les mobilités et réhabilitation en ligne Fontois, Audintiche, Esch-sur-Alzette. La communauté de communes Pays Val d'Alzette s'organise autour notamment de 3 axes routiers qui traversent le territoire du sud au nord-est vers le Luxembourg. Tressange, Autange, Rulange, Omès, Audintiche, Esch-sur-Alzette et Villerue, Russange, Esch-sur-Alzette. Depuis plusieurs années, le trafic autoroutier transfrontalier est en augmentation exponentielle et contribue fortement au congestionnement de ces axes routiers avec de forts impacts environnementaux, économiques et sociaux. La RD16, par exemple, doit transiter environ 20 000 véhicules chaque jour. Toutefois, une solution permettrait d'atténuer, de fluidifier le trafic et de proposer une alternative aux véhicules. L'ancienne ligne qui relie Fontois à Audintiche et Esch-sur-Alzette, fermée depuis 1948 aux voyageurs et aux fret en 1996, elle est aujourd'hui recouverte d'une épaisse végétation. Une réhabilitation de cette ligne pourrait contribuer à résoudre la question de la mobilité entre la France et le Luxembourg sur la partie ouest de la frontière. D'ailleurs, de nombreux élus du territoire et des territoires environnants soutiennent l'hypothèse d'une réhabilitation de cette ligne SNCF. À défaut, l'emprise SNCF actuelle laisse augurer la possibilité d'aménagement adapté au transport collectif et à la mise en œuvre d'une piste cyclable sur cette même emprise. C'est pourquoi le Conseil communautaire renouvelle son attachement à la relance du trafic ferroviaire avec une réhabilitation de la ligne Fontois-Audintiche-Esch-sur-Alzette. Demande au pouvoir public en charge de cette question, État-région, d'entamer rapidement les études nécessaires, souhaite que cette problématique soit évoquée dans le cadre des discussions intergouvernementales entre la France et le Luxembourg. Attend du prochain contrat de plan État-région les premières mesures concrètes allant dans ce sens. Donc le projet de délibération, considérant la saturation du réseau routier du territoire, considérant le programme Nouvelle Donne ferroviaire. Il a important ce programme, il est récent, il faut bien qu'on arrive éventuellement à s'y inscrire. Considérant la nécessité de réhabiliter la ligne ferroviaire Fontois pour proposer une alternative à l'automobile,
considérant l'intérêt pour le territoire d'atténuer le bilan carbone lié à un flux automobile qui ne lui est qu'en minime partie imputable, demande au pouvoir public en charge de cette question d'entamer rapidement les études nécessaires, demande à ce que cette problématique soit évoquée dans le cadre d'une discussion intergouvernementale, demande à ce que le prochain contrat de plan État-région propose des premières mesures concrètes allant dans ce sens. Nous ne sommes pas les seuls à avoir pris ce type de délibération dans le secteur et le conseil départemental de la Moselle récemment a pris aussi une position. Alors, moi, je ne suis pas contre une motion sur les mobilités, c'est un sujet qui est important. Sauf que là, je pense qu'on aurait pu faire une motion à visée plus intercommunale en parlant aussi des axes qui étaient sur le 54. Pourquoi pas sur le 54 pour rentrer dans une étude. Pourquoi pas parler aussi de l'exemple du canton de Genève avec la mobilité qui est instaurée en collaboration entre les deux pays, Suisse, France. Pourquoi pas prendre l'exemple là-dessus, le mettre dans la motion. Je vais prendre un exemple tout simple. Au niveau de l'Arche, on a un bel outil. Au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas d'organisation au niveau de la mobilité qui est instaurée. Donc on se plaint qu'il n'y a pas assez de recettes, que le fonctionnement c'est compliqué. Mais on n'amène pas les gens du Luxembourg à l'Arche, on n'amène pas les gens de Longwy à l'Arche via la mobilité. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes qui résident au Luxembourg, qui résident sur notre bassin de vie, que ce soit à Belleval, les universitaires, etc., ils ne peuvent pas venir à l'Arche lors d'une soirée, lors d'un spectacle. Ça, pour moi, ça me paraît aujourd'hui très important de le mettre sur la table et d'alerter donc la CIG, d'alerter les préfectures, parce qu'on ne peut pas mettre la faute sur les gestionnaires de l'Arche. En même temps, la compétence mobilité, elle est à la CCPHVA. Donc c'est à nous de poser le problème et de le porter haut, le problème. Parce que je prends l'exemple de samedi, il y avait un artiste mondialement connu qui fait sold out sur toutes ses dates en France ou en Europe. Ils étaient à peine une centaine de personnes à l'Arche. Il y avait 2 personnes qui venaient de Moscou. Vous savez comment ils sont fait pour venir? Moscou, Ouzbékistan, Paris, Luxembourg, Belleval, comment ils ont fait pour venir à l'Arche? Taxi. Pour repartir du spectacle, ils ne savaient pas comment faire. Pas de taxi, c'est les employés de l'Arche qui les ont amenés à Belleval. C'est une honte. Comment peut-on faire fonctionner l'Arche si on ne prend pas cette question en considération et qu'on ne le met pas dans une motion? Bien, monsieur Guillotin, parce que je vais répondre à monsieur Rémy, mais tant qu'à faire, prenons votre intervention. Oui, pour moi j'avais eu une petite question. On n'avait pas déjà délibéré dans ce sens une fois? Pas tout à fait de la même manière. Ah. Et donc, si on avait déjà, il me semble qu'on avait déjà fait quelque chose, mais oui, savoir enfoncer le clou et demander que ce soit dans une CJ n'est peut-être pas inutile. Les propositions de Sébastien Rémy sont sans doute fort intéressantes. Je vais juste rappeler une chose. On a présenté cette motion dans un bureau la semaine dernière. Et toutes les propositions étaient ouvertes pour que nous la modifions. Je n'ai eu aucune proposition avant ce conseil pour modifier cette motion. Bien. Donc pour l'instant et dans un premier temps, je vais présenter cette motion. On vote. Et si Sébastien Rémy souhaite dans les prochains temps que nous en fassions une complémentaire, je n'hésiterai pas à la remettre à l'ordre du jour d'un conseil communautaire. Donc pour répondre juste au bureau, j'ai dû m'absenter avant mais j'entends bien, mais vous aviez toute la semaine pour nous faire part de vos remarques. J'en ai fait part à Madame Fattorelli, donc je pense qu'elle était concernée par la garde d'Altiche. J'en ai fait part. Oui, mais c'est pas d'avoir fait part au président de l'Interco pour une délibération qui a été prévue. Après, c'est pas une attaque, hein. C'est un complément d'avis. Et je vous réponds tout à fait tranquillement. J'avais un deuxième morceau, excusez-moi, mon intervention. C'était qu'on avait aussi évoqué le bus au niveau de service. Donc, voilà. Le BHNS, mais quand on demande, alors, le BHNS, il est quelque part dans les tablettes, d'accord? Ce BHNS ne pourra guère se réaliser que dès lors qu'on aura réglé le problème de l'emprise de cette voie. Et donc, ah oui, parce que je ne vois pas où on pourrait faire passer un BHNS ailleurs que là. Si c'est pour le mettre sur les RDS, c'est plus un BHNS. C'est pourquoi entre la première motion qui ne parlait que de ferroviaire et ce que j'ai proposé de rajouter, c'est à défaut l'emprise SNCF actuelle laisse augurer la possibilité d'aménagement adapté au transport collectif et à la mise en œuvre d'une piste cyclable sur cette même emprise. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une motion pour du ferroviaire
On pourrait très bien nous démontrer que ça n'est techniquement pas possible. Il peut y avoir des raisons, hein, je n'en discute pas. Et dans ce cas, il faut utiliser l'emprise ferroviaire pour la mettre à destination de transport collectif. Est-ce que ça doit être le BHNS? Peut-être. Est-ce que ça peut être de la navette autonome? J'en sais rien, d'accord? Parce que ça existe et que ça pourrait très bien se faire. Mais en tout cas, on ne peut pas se permettre de ne pas utiliser cet axe. La question qu'on a pu poser quand on en a parlé la semaine dernière, c'est mais en même temps, nous sommes vraisemblablement dans une trame verte. Je ne parle même pas de la difficulté de faire prendre conscience à la SNCF, qui quelque part a un capital terrain, d'accord, de la nécessité de libérer cette emprise. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette... et à défaut. Le BHNS et les problèmes de mobilité, bon, pour les gens du Conseil, nous aurons une réunion avec la préfecture et l'ensemble des acteurs de la mobilité vers la mi-octobre à la préfecture à Thionville. Et on en saura plus à la sortie pour pouvoir répondre à, vous savez, à ce courrier de l'État sur les compétences. Dans l'introduction, on note tous les lieux de passage pour aller de France au Luxembourg et vice-versa, mais on oublie Rédange. Et la départementale de CSB passe aussi à Rédange, et elle est beaucoup utilisée. Bon. Alors, moi, effectivement, on a parlé avec Sébastien sur cette motion-là, qui est rattachée au ferroviaire. Il y a déjà eu des études, hein, notamment M. Maillard, hein, qui nous avait communiqué son rapport. Et c'est vrai que tout ce que tu évoques, ça peut faire également partie d'une autre motion. Donc, il faut bien qu'on y réfléchisse. Là, il y a une volonté du département, puisque le département de la Moselle a signé cette motion. Hein, et donc on a été destinataire, c'est un courrier du département de la Moselle. Il y a également nos 2 conseillers départementaux sur le territoire qui ont encore envoyé un courrier à la région allant dans le même sens sur cette emprise qui va de Fontoy à Audinquiche. Et je leur ai dit que nous prendrions une motion ce soir. Voilà. Donc, la compensation fiscale, le modèle Genevois et tout ça, effectivement, parce que comme tu le disais à juste titre, nous, sur Oda, on paye 140 000 € de mobilité, on a 0 mobilité. Hein. Donc je ne parle même pas des gens qui veulent aller à l'Arche, moi je parle simplement des Audunois qui veulent aller à Villerupt. Hein. Simplement ça. Et pour moi, c'était important de faire... et on a pris la même motion, un petit peu étoffée, mais on a pris la même qu'on va passer jeudi en conseil municipal. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt pour la réouverture de cette ligne-là. Et justement, pour faire venir Thionville, le Val de Fensch, en fait, c'est ça. La problématique de la ligne, c'est que l'ouvrage à Oda, il est HS, et que de toute façon, on va nous enlever les voies entre Oda et Esch. Va se poser cette problématique-là. Comment est-ce qu'on va organiser, surtout les transbordements, parce qu'on nous a bien expliqué qu'au bout de 3 transbordements, les gens prennent la voiture. Ça, de toute façon, c'est clair. 3 ruptures de charge. 3 ruptures de charge. Ce qui veut dire que, effectivement, cette emprise, tout comme l'emprise des voies ferrées va être utilisée par le BHNS qui va venir du Luxembourg, peut laisser de la place à d'autres modes de transport sur cette ligne-là. Maintenant, c'est pas du tout antagoniste, au contraire, je veux dire, c'est complémentaire. Mais j'ai peur que, à partir du moment où il y a une volonté qui a été marquée et par le département et par la région sur cette voie de chemin de fer, que si on met toutes les problématiques de mobilité et la compensation fiscale et tout ça, on va noyer le poisson là-dedans, et voilà. Maintenant, ce qui n'empêche pas, effectivement, de réfléchir au niveau de la mobilité, parce que ça fait bientôt 2 ans qu'on aura pris la compétence, on n'a pas avancé d'un iota. Mais nous n'avons pas avancé parce que jusqu'à présent, nous avons défendu l'hypothèse que nous pouvions avoir plusieurs AOM sur le territoire, cette hypothèse permettant peut-être, notamment au Central, de survivre. La deuxième, c'est que dès lors qu'on nous demande qu'il n'y en ait qu'une seule, je devrais pratiquement demander aux Luxembourgeois de ne plus intervenir comme AOM sur le territoire. Bien. Donc ça a pris du temps. La réponse de l'État, vous l'avez eue.
La réunion n'a pas eu lieu plus tôt parce qu'il y avait des sénatoriales et que c'était peut-être pas le moment d'eux, d'accord? Mais il va falloir qu'on prenne une solution qui réponde à la sollicitation de l'État, et à mon sens, ça va aller relativement vite. Mais en tout cas, moi, j'aurais défendu jusqu'au bout qu'il y a quelque chose qui est incohérent dans ce qu'on nous demande sur ce territoire particulier. Parce que dans ce cas, on peut dire le SMITU 2016, ça va être une aglo, etc. Bon, on pourrait dire la même chose d'ailleurs pour le SMITRAL. Hein. Mais après tout, si j'avais dit très bien, je l'ai demandé aux Luxembourgeois d'organiser l'ensemble de la mobilité sur notre territoire. Ça n'était pas plus incohérent que de demander au SMITU ou au SMITRAL. Hein. D'accord? Puisque de toute façon, c'est une seule AOM sur un EPCI. Donc, il y aura ces réunions-là qui vont débroussailler, et comme je le disais au bureau, de toute façon, si on ne trouve pas de solution, on peut toujours redonner la compétence à la région, puis on verra ce que la région en fait. Là. Alors moi, je le dis devant tout le monde et devant les candidats. Monsieur Spisak. En tout cas, dans les demandes du projet de délibération, il y a des demandes au pouvoir public en charge de cette question d'entamer rapidement les études nécessaires. Alors, Orla Vigan vient de nous dire qu'il y a déjà des études qui ont été menées. Oui, non, mais l'étude qui a été menée, elle a été menée par un cheminot et à titre personnel. Et le département de la Moselle n'a pas fait d'études encore, ou il y a Pas déjà que je des... sache. Pas que je sache, c'est-à-dire que quand on a arrêté les trafics, on a dit qu'il y avait des éboulements miniers, on a dit que, on sait que l'ouvrage au Dalpich, il demanderait une restauration, donc on n'imagine même pas le coup, mais il n'y a pas une étude, à ma connaissance, qui reprenne le problème technique actuel. C'est-à-dire que quand je dis que peut-être on ne pourra peut-être pas mettre un chemin de fer dessus, d'accord, mais qu'on pourrait peut-être mettre des bus ou des navettes, jusqu'à présent, et par rapport à certains ouvrages-là, je n'ai pas de certitude absolue que. Alors moi j'ai quelques infos, excuse-moi Tony, j'ai quelques infos justement concernant la ligne, en tout cas entre Omès et Odeltiche, parce qu'on l'a étudié pour la mobilité douce. Donc le cabinet d'ingénierie a bien mis de côté, il y a beaucoup d'ouvrages sur cette ligne qui sont, on ne sait pas en quel état, donc c'est des études déjà qui vont coûter énormément, l'entretien, etc. Donc moi je ne vais pas dire, je ne suis pas technicien, je ne vais pas dire que c'est pas faisable, etc. Mais j'ai mis le gros doute. Après je reviens sur la mobilité. L'ambition aussi et la volonté de certains élus locaux et de la population, c'est justement ce qui leur fait peur, c'est les ruptures de charge. Pourquoi ne pas mettre sur la table le tram qui arriverait sur le côté français? On n'en parle pas. On l'a demandé. Oui, certains élus, on en parle. Non, mais on en a parlé et je vais vous donner la réponse des Luxembourgeois. Non, mais je pense... Non, mais parce qu'on en a causé, lorsqu'on a rencontré les Luxembourgeois, la réponse a été, on vous entend bien, mais il y a un tas d'autres communes luxembourgeoises qui ont demandé à être reliées au tram. Par rapport aux études qu'on a pu faire et par rapport à tout ce qu'on veut, ça a été non pour ces communes. Nous avons fait les mêmes études chez vous, c'est non. Après, je veux dire, là, c'est un Français qui doit prendre le relais. Il n'y a pas que on ne peut pas demander à l'État luxembourgeois de nous faire le problème. Tout seul va... Je pense pas que l'Interco va gonfler les bras dans le Luxembourg en disant nous on demande de tram. Il faudrait que les parlementaires de tous bords et Mosellan et Meurthe-et-Mosellan prennent aussi à bras le corps le sujet, parce qu'on les entend pas trop sur le sujet, ce qui est regrettable. Et toujours, parce que j'enchaîne, parce que j'avais pas fini, mais sur le souhait que cette problématique soit aussi évoquée dans des discussions intergouvernementales. Du coup, le projet, en tout cas, parce que dans la presse, on a pu voir déjà que certains vice-présidents du département de la Moselle avaient mis cette question. La CG a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Certains ont pu participer aux ateliers, notamment les VP et le président de l'Interco. Je ne comprends pas pourquoi cette question n'a pas été mise avant, parce que la prochaine CG, c'est dans combien de temps maintenant? 2 ans? Non, ça devrait être l'année prochaine. On peut dire que le nouveau gouvernement luxembourgeois soit mis en place, ce qui va prendre... Donc on dit plutôt 2025, je trouve ça dommage qu'en tout cas elle ait été mise cette question avant. L'objectif est qu'il y ait une CG l'année prochaine. Okay. En tout cas, le président du département, là-dessus, lui, il était prêt à s'engager. Après, si techniquement ce n'était pas faisable, je pense que c'est à nous de proposer d'autres solutions sur le même tracé. Donc ça veut dire que cette ligne Fontoir-Odeltiche, c'est un réel besoin. Et quels que soient les moyens mis en œuvre pour la réaliser. Sauf il faut qu'il lève les PPRM, les PPRM. Ah mais il y a des PPRM, il y a c'est les zones rouges. Il y a des zones rouges sur la ligne. Ça, c'est pas évoqué sur l'étude de la mobilité douce. Il y a des... Mais bon,
Ça, c'est l'État. Il y a des zones qui nous empêcherait ça. PPRM qui ont été définies aussi par rapport à des charges, notamment des trains quand ils travaillaient du minerai. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que quand on met un bus ou une navette. Ou un funiculaire. Mais c'est probable que dans telle zone, il y a un effondrement minier, le contourner, ça coûterait tant et que ce soit fini. Hein. Après, il est clair que Luxembourg, il y a toujours 300 000 postes, il y aura 300 000 postes à pourvoir. Donc forcément, on va encore attirer des populations sur le territoire. Et moi, j'avais rencontré Pierre Cuny, le maire de Thionville, qui était venu à Audun, parce que lui, il veut un BHNS Thionville-Audun. Parce que les Thionvillois qui vont travailler au Luxembourg, le flux de Thionvillois augmente beaucoup plus rapidement vers Belleval que vers Luxembourg. Et donc aujourd'hui, c'est à peu près 15 000 Thionvillois qui, alors sans compter tous les gens qui viennent de la Fench. Et donc on le voit bien parce que le bazar, il commence déjà à Omès. Donc il me dit, où est-ce que tu vois passer le BHNS? J'ai dit, à partir du moment où il est sur la RDSS, c'est plus un BHNS. Et le seul endroit, à part dédoubler la route, c'est la voie ferrée, quoi. Est-ce qu'il faut qu'on profite de ce qu'a dit le ministre des Transports ce matin, qu'on va laisser tomber un peu les autoroutes et s'occuper du ferroviaire? C'est ce qu'il a dit ce matin. Oui, on peut toujours profiter d'une déclaration du ministre à la radio. Donc, oui, il y a un mouvement, il y a des élus, peut-être la 31 bis qui pose des problèmes. Il va nous poser des gros problèmes, parce que la 31 bis, ils vont venir vers nous, parce que ça sera payant. Ça va nous poser des problèmes. Profitons de la ligne. C'était pour signaler que, comme tu as dit Yann, si on travaille sur une prochaine motion, je serai volontaire pour travailler avec plusieurs personnes sur cette motion. Eh bien, ainsi ferons-nous. Mais je voulais juste rajouter, Monsieur le Président, si vous pouvez, c'est que cette réflexion de la mobilité, elle évolue au fur et à mesure. Quand on a pris nos postes, cette ligne de rail, on en avait parlé, c'était déjà parce que à l'époque, est-ce qu'on fait de mobilité douce ou ainsi de suite. Moi, j'avais préconisé de garder justement cette voie ferrée. Je connais la personne qui a fait cette étude, bénévolement, effectivement, qui l'a proposée. Effectivement, à l'époque, on disait que le rail était moins cher que la route au kilomètre, c'est-à-dire de retaper un chemin de fer coûtait beaucoup moins cher que de faire la même distance en goudron. En fait, la mobilité, surtout celle qui concerne les transfrontaliers, parce que c'est celle-là qu'on parle, ne concerne pas que notre territoire. C'est-à-dire que c'est une mobilité intelligente qui doit réunir tous les territoires en amont, c'est-à-dire même les territoires, parce qu'on parle des frontaliers qui viennent du Val de Fench et d'au-delà, de Thionville et d'au-delà, mais aussi de Briey et d'au-delà. Je veux dire, tous ces gens-là sont concernés, et c'est ce qui fait l'entonnoir, on en a parlé souvent, de ce fameux entonnoir arrivé chez nous, en Dalquiche, à Villerue ou ailleurs, qui empêche les véhicules de circuler. Donc il faut que la réflexion concerne tout le monde. Pour une fois qu'on a un département et d'autres qui prennent conscience effectivement de ce problème-là, il n'appartient pas qu'à la CCPHVA, il appartient aussi aux autres communautés de communes, et ça doit être un projet intelligent et commun pour amener que ce soit les bus, que ce soit ce qu'il faut, et que ce soit aussi le rail s'il faut, parce que les études, elles vont être faites, et d'après les études, on le fait, ils le feront ou ils ne le feront pas, quoi. C'est-à-dire tout dépend des études, effectivement. Par contre, si ça coûte moins cher de consolider des ponts et de refaire des systèmes et des ouvrages et de refaire passer le rail, pourquoi pas? Je pense que tout est bon pour amener les frontaliers à avoir beaucoup moins de circulation, et beaucoup moins de circulation dans les villes limitrophes que sont Dalquiche, Villerue ou Autange, par exemple. Voilà. Donc on n'a pas fini, c'est une réflexion, mais on est bien obligé de nous d'y penser, mais pas tout seul, quoi. Voilà, d'y penser avec les autres. Juste après, pour refaire un point sur la mobilité, donc on va avoir une réunion en octobre avec les services de l'État pour savoir aujourd'hui dans quel cadre juridique on va pouvoir avancer. Une fois qu'on aura ce cadre juridique et institutionnel, on pourra structurer le territoire pour nos habitants. La priorité reste, je le dis, et c'est ce qui avait été défini en bureau, de permettre à tous les habitants du territoire de se déplacer, donc de structurer notre territoire. On a 4 communes qui ne sont pas desservies. La priorité des priorités est de desservir ces communes dans un premier temps, et bien sûr après d'étendre le service de la CPLGA, piscine,
arche ou autre activité sportive ou autre, à ce qu'on voit. Mais je pense qu'il y a des étapes, c'est des fusées à étapes et il y a des étages qu'on va mettre en place et ces étages-là commencent en tout cas par un cadre institutionnel parce que sinon on ne pourra pas avancer. C'est juste pour parler de ça. Donc voilà. Est-ce que vous voulez que sur la motion, donc suite à la demande de Daniel, on y rajoute Rédange et Thiel parce que ça reste deux communes qui sont également traversées. Encore une fois, j'ai rien contre Rédange et Thiel, hein, mais dans toutes les remarques qui ont été faites, ce qui nous a été dit, c'est de reproposer une motion. Donc du coup, je pense qu'il vaut mieux l'intégrer dans la prochaine motion qui sera plus. Parce que sinon, dans ce cas-là, on intègre toutes les remarques et on retravaille toute la motion. Mais je le redis, c'est vraiment pour ça que travailler une motion plus précise sur la mobilité et mettre vraiment l'ensemble des... Moi, si vous voulez qu'on passe cette motion, il n'y a pas de problème. Il y aura certainement une deuxième motion où les termes seront changés, plus explicites, plus définis. Il faut la réfléchir en termes de mobilité, y compris avec les mobilités douces, et faire un... Voilà. Et expliquer aujourd'hui les difficultés dans lesquelles on se trouve au niveau du territoire et aussi par rapport à leur on garde cette motion. C'est énorme, hein. Savoir qu'à Rédange, pour aller à Turville, il ne faut passer par Reich et Luxembourgville. C'est pas de bus à Rédange pour aller à Turville. Bien sûr. C'est grave, quoi. Même à Villeruy, pour aller à Villeruy, c'est impossible. Est-ce que vous êtes d'accord pour proposer cette motion? On en repropose une prochaine, un prochain conseil. Est-ce qu'on propose cette motion? C'est bon pour tout le monde? D'autres remarques? Non? Débat constructif? Merci à vous. Steph, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on attende la fameuse réunion pour savoir juridiquement ce qu'on est en capacité. Oui, non, mais là, on va déposer celle-là aujourd'hui. Je parle de l'autre. Et voilà, il va falloir attendre un tout petit peu. Il y a aussi une réunion qui est prévue à Metz avec l'ensemble du bassin de mobilité Metz-Longwy, défini par la région, tout à fait prochainement. On aura peut-être des infos. Je pourrais me faire le porteur d'eux. C'est très prochainement, c'est le lundi d'octobre. Donc, bon, il y a eu quelques réunions qui sont déjà faites. Voilà. En tout cas, tout ce que j'ai entendu ce soir, quelque part, a déjà été dit dans un certain nombre d'instances. C'est pas toujours entendu. On recommence pas. Bien, je vous remercie pour cette motion, sachant donc qu'on a deux volontaires pour préparer la prochaine. Il faut la passer quand même. On n'a pas voté. Je pensais qu'on enlevait et qu'on en faisait une autre. Non, mais je dis ça parce que généralement, en tout cas, je parle pas pour M. Guillotin, à Villeruy, il refuse toujours de voter les motions, donc c'est pour ça que ça me paraît très bizarre. Faisons simple, c'est ce qui a été proposé tout à l'heure. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Pardon, deux fois. Unanimité, merci. Sébastien, attribution de gratification pour Villancelle, là. 2023. Donc, dans le cadre de son action en faveur du développement des mobilités douces, la CCPHVA participe depuis 2020 au Challenge européen à Villancelle. Dans ce contexte et pour valoriser l'implication des administrés sur ces thématiques, la communauté de communes souhaite gratifier chaque participant actif du challenge et enregistrer des kilomètres parcourus en leur offrant une place de cinéma à l'Arche d'une valeur de 5 €. C'est le tarif groupe. En même temps, ça participe à la promotion de l'Arche. Il est à noter que pour 2022, la CCPHVA a recensé 33 cyclistes actifs et pour 2023, donc 56 cyclistes actifs, soit 69% de plus que l'année précédente. En 2022, les participants actifs ont parcouru un peu plus de 5400 km et en 2023, la CCPHVA a enregistré 8351 km, soit une augmentation de plus de 50%. À titre d'information, l'Arche a gracieusement offert à la meilleure participante féminine et au meilleur participant masculin une invitation valable pour 2 personnes pour le spectacle cirque qui s'est déroulé le 7 juillet 2023. Donc, projet de délibération du Code général des collectivités territoriales. Le conseil communautaire valide l'octroi de 50 places de cinéma d'une valeur de 5 €, autorise le président à engager les fonds nécessaires à cette opération. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est une remarque, c'est pas une question, parce que je ne comprends pas pourquoi vous octroyez que 50 places alors qu'il y a eu 56 cyclistes. À un moment donné, vous en laissez 6 sur le côté, ou 4, parce qu'il y a celui qui a terminé en premier en homme et la première féminine. Bon, je veux bien, il y en aurait plus de 4 sur le côté. Mais pour 5 €, à un moment donné, c'est bon. En
Alors, ensuite, lorsqu'il y a eu la remise des récompenses, il n'y a pas tout le monde qui est venu rechercher ces lots, ils sont en attente, mais oui, forcément on pourra regarder si c'est pas une erreur de... Non, en fait, c'est pas une erreur, c'est qu'on dénombre 56 cyclistes. Vous savez, quand les gens s'inscrivent, il y en a qui font du vélo, il y en a qui voulaient faire du vélo, qui n'ont pas pu faire du vélo. C'est une vraie étude, ça, alors. Tout à fait, voilà. Vous avez une réponse. Yoda. Là, vous avez une réponse. Ouais, mais la mobilité, c'est compliqué, apparemment. Eh oui. C'est tous les En tout cas, lors de la remise des prix, il nous reste des prix sur les bras qui viennent date limite pour les accéder, pour aller les chercher. Et ne vous inquiétez pas qu'il n'y aura pas de personnes qui sera lésées. C'est sur le bord du chemin avec son vélo. Ça termine votre phrase. Donc, est-ce qu'il y a des autres questions? S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci. Je parlais du premier comité de pilotage du bassin de mobilité Metz-Louis le 9 octobre à Metz au matin. Voilà. Thierry, si vous voulez bien, puisqu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la ressource humaine, nous parler de la création de la suppression de postes d'auxiliaire de puériculture. Par rapport en fait aux différentes, ou du moins à la restructuration qu'on avait proposée, donc on avait des gens qu'on a dû recruter, entre autres. Vous savez, quand on recrute, on n'a pas toujours le grade correspondant et donc on est obligé de faire quelques modifications, supprimer un poste en classe normale pour le remettre en classe supérieure et puis créer un poste supplémentaire également pour une personne que nous avons recrutée aussi de l'extérieur. Voilà. Donc on a renforcé nos équipes et donc on a fait juste un ajustement entre les différents grades. Oui, dans des équipes dont on avait parlé, donc on vous a dit qu'on l'avait remis sérieusement à jour. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le président, il demande monsieur Félicie. Vous lui demanderez quand il reviendra. Mais Oui. il est pour. Il vous a pas laissé de consigne, non? Il est pour. Bien, écoutez, on d'abord pose la question à M. Félicie, mais a priori, pour l'instant, c'est à l'unanimité. Sébastien, renouvellement de l'adhésion aux offices de tourisme du pays Thionville et des pays de Longwy. Oui, pour les armes groupées, parce que c'était sensiblement les mêmes conventions. Donc, dans le cadre de sa compétence tourisme et dans une optique de valorisation de ses actions et sites à potentiel touristique, la CCPHVA souhaite renouveler sa convention de partenariat avec les offices de tourisme du pays thionvillois et du pays de Longwy. La convention sera signée pour une durée de 3 ans. En contrepartie d'une cotisation annuelle de 1 500 € pour chaque office, ces derniers ont pour mission d'informer la clientèle touristique de l'office du tourisme sur les sites et événements à potentiel touristique présents sur l'ensemble de son territoire et de valoriser ces sites et événements. Donc, projet de délibération, vu les articles L5216-5 et article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite la loi NOTRe, considérant l'impossibilité technique et financière pour la CCPHVA de promouvoir le tourisme par la création d'un office du tourisme, le conseil communautaire décide de renouveler l'adhésion au office du tourisme pays thionvillois et pays de Longwy pour une durée de 3 ans, approuve le versement de la cotisation annuelle de 1 500 € aux offices de tourisme précités, autorise le président à signer les conventions de partenariat, donne tout pouvoir au président sur cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a pu mesurer, dans les 3 ans qui sont passés, l'impact sur le sujet? Parce que si on renouvelle quelque chose qui finalement n'est pas vertueux, ça serait peut-être un peu compliqué. Par contre, s'il y a adossé un certain nombre d'actions qui ont pu être mesurées, eh ben, je serais assez content de les avoir. Alors, sur les 3 dernières années, non, vas-y, je le dirai après. Sur les 3 dernières années, donc chaque année en fait, on mesure. L'année dernière, je vous avais donné des données sur les publications, des vues, etc. Cette année, donc il y a énormément de choses qui ont été réalisées. Par rapport avec l'Office du tourisme de Thionville, donc on a fait des réunions
pour justement créer un guide touristique sur notre territoire, parce que faut le souligner, on n'est peut-être pas Saint-Tropez ou la Normandie, mais on a des choses à faire valoir, et jusqu'à présent, on n'a jamais eu d'organisation en fait, touristique sur notre territoire. Donc depuis le début de mandat, on est parti d'une feuille vierge en termes d'organisation. Chaque ville a tous ses atouts, et donc on a travaillé avec les deux offices du tourisme pour la rédaction d'un guide touristique. J'espère qu'on arrivera à le sortir avant la fin 2023. Mais en tout cas, si je peux parler en tout cas en termes de données, par exemple pour le musée archéologique d'Audentige, c'est 120 dépliants qui ont été donnés à l'office du tourisme de Thionville. Ils ont distribué 280 cartos rando, pour le sentier de randonnée sur le pays au Val d'Alzette. 3758 cartes touristiques des 3 frontières qui ont été distribuées. Donc, ils ont fait un article sur le musée d'Audentige tiré à 1200 exemplaires qui est paru dans leur magazine. Pour Longwy, donc il y a eu sans aucune commande une réalisation d'une vidéo où on apparaît dans cette vidéo. Donc je ne sais pas si vous savez quels sont les coûts pour réaliser une vidéo. C'est des coûts qui sont assez faramineux alors qu'on paye 1500 € sur l'année. Sans aucune commande. Sur les publications Facebook de l'Office de tourisme de Longwy, c'est 21 617 personnes qui sont touchées. Voilà, c'est des données qui sont plus que bénéfiques pour notre territoire. Et comparer, si on peut comparer pour un ordre de grandeur par rapport au comité d'agglomération de Longwy, ce qui subventionne pour l'Office de tourisme, on parle de 100 000 €. Nous, on donne 1500 € pour Longwy, 1500 € pour Thionville. Donc c'est une compétence que l'on est obligé de faire et on n'a pas les ressources financières justement pour créer cet office de tourisme, donc on est obligé de conventionner avec les offices de tourisme. Moi je trouve que c'est extrêmement intelligent de travailler avec des choses qui existent de l'autre côté et des fois de les créer. Effectivement, on avait eu une réunion ici où les deux présidents de l'office de tourisme étaient présents, de Thionville. C'était une réunion extrêmement intéressante. Ils sont intéressés par notre territoire et par rapport à tout ce qui s'y passe. Le fait d'adhérer, ou le fait à la limite, c'est beaucoup mieux de créer notre propre office de tourisme qui nous reviendrait encore plus cher avec les locaux et compagnie. Un poste est 60 000 € annuels. Effectivement, et de travailler justement en toute coopération et en toute intelligence avec eux, je trouve que c'est bien, surtout si le travail est fait en plus. Sébastien, je vous propose aussi qu'on puisse envoyer éventuellement à l'ensemble des membres du Conseil les liens Internet que vous nous avez transmis aujourd'hui. Oui, oui. Et je rappellerai pour simplifier ce débat, quelque chose d'assez essentiel au départ, la promotion touristique est une obligation légale depuis la loi NOTRe de 2017, soit par délégation à un office de tourisme, soit par la création d'un office de tourisme. Donc, il est bon qu'on justifie le travail qu'ils font pour nous, mais de toute façon, c'est une compétence que nous sommes obligés d'exercer, ne serait-ce que par délégation. Et moi, je sais que j'ai eu des échos très positifs du président de la SALA, qui avait participé justement aux réunions qui s'étaient tenues ici. Il avait trouvé ça intéressant. D'autres remarques? Le sujet, c'est pas de savoir si c'est légal ou pas mais légal. c'est la mise en raison. L'intérêt, c'est de mesurer l'impact que peut avoir aujourd'hui et de savoir que l'argent qu'on emploie est forcément bien utilisé, c'est tout. C'était juste tu peux être assuré, la petite somme qui est mise sur la table, elle est largement, c'est très efficient le service que nous rapportent les deux offices du tourisme. Je voulais juste reprendre par rapport à ce que disait Sébastien par rapport à la vidéo. Donc l'Office de tourisme du pays de Longwy a fait une vidéo avec les 30 lieux à visiter. Travail qui a été très très bien mené. C'est des familles qui ont visité les villes de la CPHVA, qui ont visité bien sûr le pays de Longwy et derrière ils ont choisi 30 lieux à visiter. Il en a visité sur Villerupt, sur Audin, sur Tille. Et donc on a eu un lien vers la visio. C'est un lien visio c'est une publication qui va être transmise à toutes les mairies, à toutes les intercos, de manière à véhiculer en tout cas une bonne image du territoire, ce que disait Sébastien, et surtout il y a des lieux à visiter, et c'est juste à côté de chez nous, il n'y a pas besoin des fois de prendre la voiture et de faire des milliers de kilomètres. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est important, parce que c'est en lien également avec les enfants. Et la dernière question, et j'en terminerai là,
est-ce qu'on mesure peut-être que l'une et l'autre ne travaillent pas de la même façon, ou peut-être pas avec la même intensité? Est-ce qu'on sait reconnaître que les deux organismes, que Moselle et Meurthe-et-Moselle, sont équitables sur le sujet? Non, alors, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Les deux offices du tourisme travaillent ensemble pour la promotion, je vais dire, au sens plus large du terme de notre région. C'est vraiment une volonté d'élargir. Et là, que sur ces discussions, que l'on soit à l'office du tourisme de Thionville ou à l'office de tourisme de Longwy, on ne retrouve pas les clivages 57-54. Il y a vraiment, on parle que d'intérêt du territoire. Donc, au niveau du travail, ça communique dans les deux sens. Après, on échange des données dans les deux sens. Après, éventuellement, toujours avec l'Office du tourisme, notamment Longwy, peut-être, et voir si la CCPHVA peut avoir un stand, notamment lorsque ils font le salon du tourisme transfrontalier à Auchan-Pôle-Europe, parce que là, il y a un passage qui est énorme, et du coup, ça va aussi dans le sens de l'intérêt du salon. Et si la CCPHVA peut éventuellement avoir une table, ça permet aussi de mettre en avant les spots de touristes qu'on peut avoir sur notre territoire et qui se trouve ne sont pas assez mis en avant parce que finalement on a quand même d'énormes ressources touristiques qu'on a du mal à exploiter. Voilà. Bien, on peut passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc merci. Bien. Carmelo, tu vas avoir à intervenir pour 3 délibres, mais je propose que Sébastien, parce que c'est quand même assez de la technique, d'accord, nous explique la modification de la convention de contrainte de service public avec la régie personnalisée de l'Arche, année 2020. Je répète, comme je l'ai dit au bureau, qu'il s'agit là d'une délibération bien particulière dans un contexte qu'on va nous expliquer, qui n'a rien à voir avec les débats que nous pourrions avoir par la suite concernant le budget de l'Arche. D'accord ? Et le sujet de ce soir est bien cette délibération. Sébastien, oui. La délibération qui est proposée, c'est pour modifier la première délibération qui lie l'Arche, EPIC, établissement public industriel et commercial, et la CCPHVA, qui a été prise en avril. Aujourd'hui, bon, vous savez tous les difficultés liées à l'Arche, et des études financières sont en cours pour équilibrer les comptes, mais dans l'urgence, il nous faut modifier le mode de versement de la subvention initiale actée. Donc ça, c'était en avril. Donc voilà, il vous est proposé de modifier le versement de la subvention en versant le solde dès le mois d'octobre. Voilà, en fait, c'est ce que nous avons projeté de financer l'Arche cette année, mais au lieu de le faire en 2 ou 3 échéances d'ici la fin de l'année, nous le faisons en une seule fois au mois d'octobre. C'est bien ça, j'ai bien résumé, Sébastien. Voilà. Et je répète, ça n'obère pas les discussions qui pourront avoir lieu par ailleurs. Non, ça facilite la trésorerie de l'Arche et à la limite, au lieu d'avoir mensuellement et de tout découper mensuellement, je veux dire que c'est le même argent, mais que si on le donne sur 2 ou 3 mois, c'est plus facilitant en termes de gestion et de comptabilité pour l'Arche. C'est tout, il n'y a pas plus d'argent ou moins d'argent. Des questions? C'est simplement une facilité de trésorerie. Ouais. Pas de questions, nous pouvons passer au solde vote. de la subvention, c'est quoi la subvention? C'est les 680 000 euros? Oui, c'est ce qui a été décidé au mois d'avril, d'accord? 620. C'est 620 alors, ou 680? 680. 680. Alors moi ce que j'ai noté dans le recueil annexé, c'est qu'on a les 680 donnés, il y a une subvention de 620, de 40 000 pour la chaudière, de 20 000 pour l'énergie, mais après quand on fait le calcul, je ne vois pas l'énergie dans le petit A, le petit B, le petit C, le petit D. Parce que c'est pour l'axe pour les spectacles cinématographiques, l'axe pour les spectacles vivants. Parle plus fort, Fabien, parce Ouais, qu'on et l'axe t'entendra jamais dans le micro. action culturelle, puis l'axe appui au développement d'initiatives. Mais je ne vois pas la chaudière et l'énergie où ils sont mis.
Voilà, est-ce que c'est une enveloppe globale ou Non, voilà. vous êtes sur la convention, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a eu donc 4 blocs qui ont été valorisés, ça c'est la contrainte de service public pour verser l'argent à l'Arche. Mais après, il y a eu un petit détail qui a été mis par rapport à la chaudière. Ça c'est une volonté, c'est pas lié. Vous n'allez pas retrouver la chaudière et l'électricité dans les 4 blocs de contrainte de service public. Ça n'a rien à voir. 80 000. Oui, la section 80 000, la globale. Les fluides. Les fluides sont inclus. Les fluides et la chaudière sont inclus dans les contraintes. Ok, c'est juste un autre détail les élus ont voulu mettre ce détail pour identifier quand même l'histoire de la chaudière qui est un problème. Hein, il faut résoudre ce problème. Donc pour identifier ce problème-là. D'accord ? Enfin, moi, personnellement, je m'abstiendrai parce que je pense qu'au niveau des subventions qu'on verse sur la culture, moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ce qu'on donnait à la culture. Donc, c'est 1,3 million de subventions qu'on donne en tout à la culture. Et je pense que mais c'est une décision qui appartient à Madame la maire, puisque la culture d'autres... c'est quand même un acte politique, hein, la culture. Ouais, non, mais je veux dire, ça coûte, hein, c'est un service qu'on donne. Nous, Ça, la piscine... Bien, je savais, donc, si vous voulez, j'ai pris toutes précautions oratoires avant cette délibération. Je vais y revenir à cette précaution oratoire. Fabienne va s'abstenir, ce qui est son droit le plus strict, d'accord? Et nous allons passer au vote cette délibération. Par contre, j'aurais bien aimé savoir pourquoi. Ben, moi, je m'abstiens parce que moi, on m'a vendu l'Arche en disant qu'on allait, si on 1 euro investi dans l'Arche, c'était 2 euros qui ramenaient à la communauté de communes. Aujourd'hui, je regarde les recettes et les dépenses. C'est pas ça. Mais non, mais là, Fabienne, c'est un raccourci un peu hâtif. Néanmoins, et pour expliquer le contexte, on sait que Autange, en général, a voté contre, s'est abstenu. Je ne suis donc pas surpris par la position de la maire d'Autange, d'accord, qui conserve une certaine logique. Alors, après, on peut en discuter pendant des siècles, mais je rappelle, c'est pas le but. Le but de ce soir, c'est juste, est-ce qu'on fait cette avance et on leur donne 113 000 € au mois d'octobre, oui ou non? Oui. Alors moi, je vais voter pour parce qu'effectivement, il s'agit ici de verser la subvention en une fois plutôt qu'en plusieurs fois, donc je vais voter pour ça. En revanche, je vous le dis déjà maintenant, ne venez plus nous demander le FPIC, les AC et compagnie pour aller renflouer l'Arche. Je vous le dis déjà maintenant. Mais vous l'avez déjà dit, on l'a noté. Je le répète. Ça a été répété, voilà, on l'a fait. Bien, passons au vote. Qui est contre? Monsieur Matucci. Qui s'abstient? Marie-Rose Friot, Madame Menichetti et 2 pour Monsieur Guillotin. Je vous remercie. Maintenant, Carmelo, tu peux présenter tes 2 demandes de subvention en précisant bien qu'elles ont déjà été pré-budgétées, qu'elles sont dans le budget des subventions prévues en début d'année. Allez, Carmelo. Donc, elles sont déjà inscrites au budget de culture 2023. Donc, dans le cadre de son projet culturel de territoire, et de favoriser les actions d'animation culturelle, donc il y a les sapeurs-pompiers, une association amicale des anciens sapeurs-pompiers d'Omès qui organise une exposition géologie de notre territoire et du monde, ayant pour but de montrer l'évolution du monde et de mettre en valeur le patrimoine régional. C'est une petite subvention qui a été demandée qu'on leur accorde de 300 € pour cette manifestation qui aura lieu à Omès. Elle a eu lieu. L'inauguration, c'était samedi. Voilà. Et il y avait de super dinosaures. Mais il y avait aussi une exposition de géologie avec des gens passionnés. C'est des gens passionnés. C'était je les ai rencontrés. Plutôt pas mal. Voilà. Et est-ce que simplement, alors je suis désolé, j'ai pas ouvert le document avec les annexes, mais est-ce qu'on annexe, on a le budget total, sur une demande de subvention, ça. En tout cas, il y a le budget prévisionnel et après il y aura un bilan. Donc je ne sais pas si en annexe il a été mis, parce que c'est toujours. Tu parles du budget culturel? Non, le budget de la manif. Ah oui, ça a été transmis, c'est sur le budget en haut, tout a été transmis. Mais est-ce qu'il est annexé? Parce que comme j'ai dit, j'ai ouvert le document qui est sans annexe.
Donc du coup, la seule question que je demande, c'est est-ce que le budget... Il le mettra en complément de la délit. Mais il n'était pas mis dans les documents. Pas mis dans les annexes. Non. J'ai pas vu dans les documents. Donc si on pourrait avoir au moins parce que même si c'est que 300 €, mais on le demande à chaque association, donc du coup c'est avoir un budget prévisionnel pour voir le coût de la manifestation et voir et puis après avoir le bilan. Oui, on l'a demandé à MIH. C'est ça, on l'a demandé à d'autres assos, donc du coup c'est... Est-ce qu'on l'a demandé à Solidarité? Je ne crois pas. Mais il faut le faire, mais vraiment, j'ai rien, que ça soit Omez, que ça soit Bénin, que ça soit autant, peu importe. C'est une question de... Non, mais effectivement, mais bon, j'ai défendu pour Solidarité aussi une certaine somme de subventions. Pardon ? On ne veut pas du tout en cause la subvention. Et j'espère bien que de toute façon, c'est pas que tout le monde soit logé à la même enseigne. Attention, par souci d'équilibre. Effectivement. Là, moi, je ne participerai pas au vote ni avec ma procuration, puisqu'il s'agit d'Omez, d'accord? Et je ne participerai pas au vote. Et Jean-Jacques, tu n'as donc pas de pouvoir d'Omez pour ce vote. J'ai pas de pouvoir d'Omez pour ce vote. Non. Ok, donc tu voteras à titre perso. Je voterai à titre perso. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, merci pour eux. Moi, j'aimerais quand même bien qu'on discute de ça, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes. À un prochain bureau municipal, j'avais déjà demandé, à chaque fois on botte en touche, une histoire de... Non, on ne vote pas en touche, on peut oublier, donc nous notons avec insistance que la problématique des subventions, c'est ça Oui, parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas très claires. Non, mais qu'est-ce qui n'est pas clair dans quoi? Par rapport aux dotations que la communauté de communes va donner, in fine, à l'Arche. Ah non, nous ne sommes plus dans les dinosaures. Alors, pour préciser quand même par rapport aux gens qui nous écoutent, nous avons fait un point, il n'y a pas si longtemps, global sur la situation de l'Arche. Oui, non? Oui. Oui, mais je n'étais pas très satisfait. Il y a un certain nombre le budget de l'Arche va être discuté dans pas longtemps, d'accord? Vous y assisterez d'ailleurs, sauf erreur, en tant que membre du conseil d'administration. Hein? Et puis dans les mécanismes, oui, de toute façon, en gros, c'est une discussion qui aura lieu, si ce n'est au DOB, du moment, en tout cas au moment du vote du budget. Hein. Et dans des commissions finances. Donc, nous n'échapperons pas, que nous voulions ou non, à cette discussion. Ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'on se déchire, hein, je pèse bien le mot, la communauté de communes, tous les élus ici, on se déchire par rapport à un projet qui a été pensé par 80% de nos prédécesseurs, en gros, hein, si je parle nouvellement, et c'est notre sujet de déchirement d'aujourd'hui, alors que on n'est pas à l'origine de ce projet. On a un bébé, voilà, on doit, je sais pas quelles sont peut-être dynamiter l'Arche. Peut-être la solution, je sais, non mais je sais. Et je propose qu'on recycle les matériaux dans notre prochaine déchetterie. À un moment donné, Ah non, mais l'intervention d'Antoine me paraît particulièrement tombée bien, d'accord? Moi, je n'insiste jamais trop là-dessus. Alors, c'est aussi parce que je savais que le sujet allait être dangereux que j'ai pris toute précaution de le revoir. Néanmoins, le débat va réavoir lieu. Il y a eu, depuis 2014, je ne sais pas combien d'heures consacrées à ce sujet. Voilà. Et je dirais que s'il n'y avait pas l'Arche, je me demande ce qu'il y aurait chez nous. Alors même si on y arrive difficilement, je me demande comment nous existerions par rapport à un certain nombre de manifestations, je me demande comment nous aurions existé pendant H 2022, et je me demande même où on tiendrait le prochain séminaire sur la poursuite de H 2022, auquel sont invités tous les partenaires, État, région, etc., etc. Et vous savez où ça va avoir lieu, moi à l'Arche. Et je m'arrêterai. Bien, on a voté la deuxième subvention? Non, pas du tout. On n'y est pas. Mais moi, je voulais rajouter, parce que quand on regarde... Carméo, non, mais juste... Passe à la subvention, s'il te plaît. Passe à la subvention, s'il te plaît. Que j'y suis bien, que j'essaie de trouver le meilleur des équilibres. Et qu'on travaille, que je travaille. Voilà, c'est tout.
mais que c'est pas Carmelo. Voilà. Donc pour la réalisation du film Studio 16. Donc c'est dans le cadre de son projet culturel, donc soucieuse de participer au devoir de mémoire et de favoriser l'accès au patrimoine, décide de soutenir l'équipe de Noliprod pour la réalisation du film, un documentaire Studio 16 rendant hommage à la Lorraine sidérurgique. Donc c'est pareil, c'est une subvention qui est inscrite au budget culture 2023 et je vous demande de l'approuver. C'est une somme de 500 €. Voilà. Des questions? Tu passes au vote? Qui est contre? Oui, c'est pour souvenir. Qui s'abstient? Merci. Bien, rapport d'activité de la CCPH RDA 2022, tout le monde en a été destinataire. Je pense que tout le monde l'a lu avec un intérêt manifeste. Est-ce qu'éventuellement il y aurait une remarque à faire? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que le boulot qui a été réalisé est quand même plutôt sympathique. On a là un document synthétique qui reprend un certain nombre de choses, qui ne met pas évidemment en exergue quelques problèmes qui ont pu être débattus, qui sont encore débattus. Mais voilà, je pense qu'on fait quand même un tour d'horizon, voilà, et on a quand même un service de communication qui globalement bosse plutôt pas mal. C'est ce que je voulais dire. Ah, je vous en remercie, monsieur le conseiller communautaire délégué à la communication. Voilà, donc c'est vrai Et si vous voulez rajouter quelque chose, Guillaume, c'est bon. Quand on est arrivé, on avait un catalogue, il faut dire en 2020, qui était quand même assez épais, qui ne donnait pas du tout envie d'être lu, et qui d'ailleurs, je pense, servait encore moins. On éditait en je ne sais combien d'exemplaires, qu'on foutait je ne sais combien de cartons en l'air à la fin. Donc là, au moins, c'est synthétique, c'est clair, ils ont vraiment fait un bon boulot. Là, je pense Des remarques pour ceux qui l'ont lu. vivant, et puis c'est clair et net. Pour ceux qui l'ont lu, il y a moyen d'en dire du bien si vous le souhaitez. Hein. Là, en tout cas, donc, tout le monde a été destinataire et nous prenons acte que vous l'avez reçu. Et on peut se permettre de féliciter Hélène, le travail qu'elle a fait. Ce que je viens de faire pour le service communication. Hélène. Le point 16, c'est une session, donc c'est le point qu'on a rajouté sur table, session de véhicules, budget ordures ménagères. Vous faites Thierry, pas les décisions. Le 15. Pardon. Décision du président. Mais non, mais oui, alors si vous voulez, Thierry, donner lecture des décisions, j'aurais mis à la fin comme de toute façon, c'était prévu, mais Thierry, donner les décisions du président. Donc le président nous a pris une décision le 13 juillet concernant les subventions habitat OPA. Il nous a pris une décision le 20 juillet sur une demande de subvention Climaction pour l'étude de structure sur la déchetterie. Et puis à la même date également, donc une décision de subvention toujours Climaction sur une étude de faisabilité d'autoconsommation collective sur la déchetterie. Voilà. Voilà. Et maintenant, si vous voulez nous expliquer cette délibération sur la cession de véhicules, vous êtes pas fiers. Je te passe, tiens, vas-y. Oui, c'est lié à la prise de compétences en régie directe sur du trait sélectif sur la commune de Villerue. Un marché a été passé pour acquérir un camion plus adapté. Et dans ce marché, il y avait une condition de reprise. D'accord ? Et comme pour les reprises, c'est une cession de véhicules, il nous faut une délibération de cession. Donc voilà, c'est juste cession, acquisition et cession d'un camion. Et le nouveau est là. Oui. En bon état, magnifique. Bien, voilà, donc c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé. Je me demande si vous valider cette session. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je pense que nous n'avons oublié aucun point à l'ordre du jour. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour chez vous et à très bientôt. Le prochain conseil communautaire 12 novembre, Sébastien. Et je pense que nous aurons l'occasion de parler entre autres DOB. Bonne soirée.